Bonjour à tous et à toutes, on va attendre quelques instants. Merci, Léna. Ouais, parfait. Première diapo. Merci. Bonjour tout le monde. On va attendre encore une minute le temps que tout le monde se connecte, puis on va commencer le webinaire. Merci d'être ici. Ok, bon, bah, je vais débuter ce panel intersectoriel des dialogues pour le climat sur le transport. Donc avant toute chose, même si cet événement il est en virtuel, nous le rejoignons de différents lieux à travers ce que nous appelons maintenant le Canada. Donc je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal. C'est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinabeg. Donc par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles je vous rejoins aujourd'hui. Et je tiens à les remercier pour leur hospitalité qui me permet de me joindre à vous dans de bonnes conditions. Tout d'abord, nous tenons évidemment à remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des dialogues qui ont permis l'organisation de ce bel événement. Les dialogues pour le climat, c'est 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates de la COP. C'est une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs aux COP ou même des enjeux environnementaux québécois et canadiens. Les dialogues ont vraiment pour but de rehausser l'ambition climatique et de sensibiliser à l'environnement, aux négociations climatiques internationales et aussi de mobiliser la société civile autour des COP. Vous pouvez accéder à toute notre programmation au lien qui est mis dans le chat. Je tiens à mentionner que cet événement est enregistré, donc si vous n'êtes pas confortable avec ça, euh, euh, merci de ne pas forcément ouvrir votre micro. Vous pouvez choisir de l'ouvrir ou pas. Puis aussi, au niveau des questions, vous pouvez les poser dans le chat tout au long du panel, mais il y aura vraiment une période de questions qui sera privilégiée à la fin du panel et on pourra vous donner la parole pour que vous puissiez donner du contexte à votre question si c'est nécessaire. Donc, sans plus tarder, je vous présente Sarah Doyon, directrice chez Trajectoire Québec. Merci d'être avec nous, Sarah. Bonjour. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui puis d'être votre animatrice pour ce panel pour discuter de l'avenir du transport au Québec, mais peut-être aussi regarder ce qui se passe dans le présent. Donc, avant de se lancer, je vais quand même me permettre une petite mise en contexte très, très rapide parce que je sais que c'est pas moi qu'on nous entendre, mais plutôt nos panélistes. Donc, tout simplement, j'imagine que la plupart d'entre vous le savez, mais le transport, c'est le principal secteur émetteur de GES au Québec. C'est 43 des émissions qui lui sont attribuables. Donc, on a vraiment des gros efforts à faire sur le secteur des transports si on veut réussir à atteindre nos cibles de réduction de GES. Mais on le sait, c'est pas toujours facile. On a un territoire qui est très étendu et qui est peu dense à bien des endroits. Donc, ça donne quand même une très grande disparité dans les services offerts en termes d'offres de mobilité durable selon où on se situe sur le territoire. On sait évidemment que le transport en commun, c'est une solution qui est efficace pour réduire les GF, mais qui est efficace pour plein d'autres choses aussi, qui a de nombreux co-bénéfices au transport collectif. Pourtant, on a de la difficulté à faire se concrétiser les projets d'infrastructure de transport en commun. Ça fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines. On a beaucoup de misère aussi à s'entendre sur le financement des services de transport collectif. Ça aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines. C'était un automne chaud au niveau de la mobilité durable. Euh, Pourtant, au Québec, on consacre encore 70 des sommes qui sont dédiées au transport routier. Donc, on a seulement 30 environ qui sont dédiés au transport collectif, qui est vraiment étonnant considérant l'ampleur des besoins peut-être au Québec. Mais on sait aussi qu'on aime ça se comparer à l'Ontario. Il faut dire que l'Ontario investit dans la proportion inverse. Donc, il consacre 70 des sommes dédiées au transport collectif et seulement 30 pour l'entretien et le développement du réseau routier. Donc, c'est une place où on pourrait copier l'Ontario puis pas se gêner de le faire. C'est bien sur les investissements en transport. Euh, Espérons que le message se rende à notre gouvernement qui aime bien se comparer avec l'Ontario.
Moi, je vous parle en direct de Dubaï, donc je suis désolée s'il y a un petit délai parfois. Je suis présentement à la COP. C'était la journée de transport. Aujourd'hui, il y a eu énormément de conférences. Il y en a plusieurs qui vont être accessibles en ligne. Donc, si ça vous intéresse, il y a plusieurs choses intéressantes qui sont disponibles sur le site de la COP 28. Il y a eu plusieurs choses en transport collectif, mais aussi en électrification des transports ou sur l'ensemble des transports aussi, transport de personnes, mais aussi transport de marchandises. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer certainement plus sur le transport de personnes, particulièrement les services de transport collectif, les alternatives en transport actif, en mobilité durable, mais il y a plusieurs autres transports. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la programmation de la COP 28, trouver des panels qui sont intéressants et disponibles en ligne. C'est ici que je m'arrête pour l'instant. Je vais vous présenter d'abord nos panélistes et je vais ensuite leur céder la parole. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Jeanne Robin, qui est directrice principale chez Vivre en Ville. Elle est titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire de l'Université Laval. Jeanne a rejoint Vivre en Ville en 2008 et elle en est aujourd'hui directrice principale. Elle est spécialiste en développement urbain durable et se passionne notamment pour l'action climatique ainsi que les environnements favorables à la santé et à l'équité. Elle est conférencière et formatrice. Elle a mené plusieurs projets de sensibilisation et coordonné la rédaction de nombreux guides de bonnes pratiques. Elle possède plus de 20 ans d'expérience en recherche, rédaction, communication, sensibilisation et gestion de projet. Elle est aussi cofondatrice et présidente de Piéton Québec. Vous allez voir, nos panélistes se connaissent relativement bien. Donc, le deuxième panéliste, c'est Philippe Cousineau-Morin, qui est conseiller municipal à Rimouski. C'est un entrepreneur social, stratège et développeur. Philippe œuvre depuis plus de 10 ans à mobiliser les communautés et les organismes pour des changements durables. C'est ainsi qu'il a cofondé Piéton Québec en 2015 et qu'il a modernisé en 2017 un organisme phare de la défense des droits des usagers du transport collectif qui est Trajectoire Québec, que j'ai le plaisir de diriger maintenant. Son nouveau défi, c'est le développement de sa région du Bas-Saint-Laurent. Il mobilise ses énergies en culture, en transport collectif régional et en participation citoyenne aux affaires publiques. Il est donc conseiller municipal du district Saint-Germain à Rimouski depuis 2021. Et ensuite, on a deux panélistes qui viennent de la COFAN. Donc d'abord, André Prévost, conseiller stratégique et coordonnateur de la COFAN. André a œuvré près de 40 ans en santé publique, notamment comme directeur du service à la clientèle au CHA Hôtel-Dieu de Lévis, comme analyste en C3S, directeur des services sociaux à l'Agence de santé et services sociaux de la Côte-Nord, coordonnateur à la direction de la santé publique. Il est notamment détenteur de la scolarité au doctorat en mesures et évaluation et d'une maîtrise en sciences politiques. Il a été chargé de cours à l'Université du Québec à Rimouski, à l'Université Laval et il enseigne présentement à l'ENA. Son expérience fait de lui un observateur en mesure d'analyser finement, d'expliquer et de vulgariser les enjeux auxquels la société québécoise fait face pour le mieux-être des personnes ayant peu d'influence auprès des pouvoirs publics. Et notre dernier intervenant, mais non le moindre, M. Paul Lupien, qui lui est président du conseil d'administration de la COSAM. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion. Il œuvre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap depuis de nombreuses années. Il a déjà notamment œuvré pour le RAPLIC en prodiguant ses conseils en défense des droits individuels et collectifs. Avant de composer avec une maladie rare qui l'a conduit à utiliser un fauteuil roulant, il était auparavant entrepreneur dans le domaine de la restauration. C'est aussi une personne qui a sillonné le Québec dans le cadre de ses nombreuses occupations professionnelles passées. Donc, merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour vous, ce soir pour moi. Donc, d'abord, j'aimerais un peu vous laisser le temps de placer quelques éléments de contexte un peu plus en profondeur selon vos différentes lunettes d'analyse. Donc, tout d'abord, j'aimerais passer la parole à Mme Jeanne Robin, si vous pouvez nous expliquer un peu votre angle d'analyse pour le transport au Québec. Merci beaucoup, Sarah. Donc, si on veut me mettre mes premières diapos. Comme Sarah l'a bien mentionné, le transport, c'est le principal secteur d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Et c'est aussi celui sur lequel reposent principalement les espoirs du Québec en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est le secteur dans lequel, en principe, on souhaite avoir les plus fortes réductions pour atteindre notre cible de 2030. Et ça, alors que c'est un secteur qui a aussi été en augmentation depuis 1990. Et que donc on constate qu'il y a vraiment une tendance à renverser. Quand on décortique sur la diapo suivante les émissions de gaz à effet de serre en transport, donc passer l'autre diapo,
Merci. Donc, dans ces déterminants-là, on constate que les émissions en transport sont fixées par plusieurs déterminants sur lesquels on peut agir. Évidemment, d'abord, il y a la raison pour laquelle on fait le déplacement et donc où on se rend, de quel point on part, à quelle destination on arrive, la distance entre les deux, comment on s'y rend, est-ce qu'on utilise la voiture, un mode motorisé individuel, est-ce qu'on peut s'y rendre en transport actif, est-ce qu'on utilise le transport collectif. Il va y avoir aussi les caractéristiques du véhicule. Le type d'énergie utilisée, bien sûr, ça va parler d'électrification des transports, mais aussi le niveau de consommation, tout simplement, qui lui est fortement lié, par exemple, à la taille et au poids du véhicule et aussi à son format. Et puis, bien évidemment, à côté de ces déterminants-là, il y a aussi le contexte du déplacement. En situation de congestion, on émet davantage. En topographie, la topographie va aussi avoir un impact. Et notre propre comportement, quel type de conduite on pratique, en tout cas le comportement de la personne qui est au volant du véhicule, la vitesse et le style de conduite. Donc, pour agir sur ces différents déterminants-là, on a élaboré une approche qui s'appelle l'approche réduire, transférer, améliorer, que je vous présente sur la diapo suivante. Cette approche-là, elle est hiérarchisée, c'est-à-dire que ce qu'on veut faire en priorité, c'est réduire la longueur des déplacements. En deuxième lieu, c'est faire un transfert des déplacements les plus énergivores vers les moins énergivores, donc transport collectif, transport actif. Et puis en troisième lieu, améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, donc faire en sorte que pour autant de kilomètres parcourus, on émette moins de gaz à effet de serre, soit parce qu'on change d'énergie, soit parce qu'on améliore tout simplement l'efficacité énergétique. Si on va sur la diapo suivante, on voit que la forme urbaine a une influence déterminante sur les émissions en transport et que grosso modo, plus on s'éloigne du centre des agglomérations, plus on est dans des secteurs difficiles à desservir en transport en commun et où on a moins de commerce de proximité, plus nos émissions vont être élevées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on identifie 2 incontournables pour inverser la tendance observée actuellement à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en transport et mettre en place ce qu'on appelle une croissance urbaine à faible impact climatique qui va donc nous permettre d'accueillir les nouveaux ménages, les nouvelles familles au sein des collectivités sans augmenter pour autant nos émissions en transport. Donc sur la diapo suivante, le premier incontournable, c'est de cesser l'étalement urbain qui aggrave le problème, qui crée davantage de besoins en transport et de plutôt mettre à profit le grand nombre, les milliers d'hectares de terrains vacants et sous-utilisés qui sont au cœur de nos milieux de vie, parce que c'est là qu'on peut construire les habitations dont on a besoin, et puis consolider des milieux de vie complets. Et en plus, en travaillant sous forme de consolidation et de densification, ça va nous éviter de continuer d'empiéter sur les terres agricoles et sur les milieux naturels. La deuxième stratégie qu'on voit à la diapo, ici vous voyez comment on peut consolider, densifier et requalifier. Et à la diapo suivante, la stratégie qui est également incontournable, c'est de planifier et construire dès maintenant le réseau de transport collectif dont on va avoir besoin pour les 50 prochaines années. Puis il faut se rappeler que l'augmentation de la dépendance à la voiture, elle ne s'est pas faite toute seule. C'est nous qui l'avons construite à grand renfort de réseaux autoroutiers urbains. Et que pour inverser la tendance, il va falloir investir en transport en commun plus que ce qu'on a investi pendant les 50 dernières années dans les autoroutes, puisqu'il faut rétablir sa position concurrentielle. J'aurais pu présenter plein de chiffres qui montrent qu'au Québec, on est encore loin du compte, autant dans la mise en place des moyens que dans l'atteinte des résultats, mais c'est pas très inspirant, puis surtout, c'est pas tellement représentatif de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Parce que la situation, c'est qu'on n'a jamais eu autant de personnes mobilisées, on n'a jamais aussi bien connu les stratégies à mettre en place, les mesures capables de les atteindre. Et il y a maintenant des équipes municipales, que ce soit parmi les élus ou parmi les professionnels, qui sont représentatives du changement qui s'est opéré puis qu'on est capable d'opérer dans le futur. Donc, pour se projeter dans l'avenir, ce que je vous propose, c'est de regarder l'effet que ça a pu avoir, d'avoir des élus et des professionnels mobilisés et bien outillés en à peine quelques années. Donc, je vous présente sur cette diapo-ci les succès obtenus par la ville de Lyon, en fait la métropole de Lyon, qui a misé efficacement sur les 2 solutions dont je vous ai parlé, donc la consolidation et le développement du transport en commun. Et le résultat, c'est qu'en moins de 10 ans, à l'échelle métropolitaine, donc à peu près 1,5 million d'habitants, le taux de motorisation à Lyon a baissé de 11%, la part modale de la voiture a baissé de 6 points,
Et en 2016, par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre avaient déjà reculé de 12%. Je rappelle qu'au Québec, elles ont augmenté de 22%. Et puis finalement, sur la diapo suivante, parce qu'il ne faut pas perdre une seule occasion de le rappeler, quand on réduit les émissions de gaz à effet de serre en transport grâce à l'approche réduire, transférer, améliorer, on ne fait pas que de l'action climatique. On améliore aussi la qualité de vie, on améliore la santé, on améliore la prospérité des collectivités. Donc c'est autant de raisons de mettre les bouchées doubles. Et je suis très heureuse de participer à ce panel aujourd'hui pour en discuter avec vous. Merci. Merci beaucoup, Jeanne. C'est effectivement très intéressant. Ça démontre bien l'importance de l'aménagement du territoire, de la planification territoriale pour réussir à relever nos défis en transport, puis évidemment de l'importance de développer massivement nos transports en commun. Je vais maintenant passer la parole à Philippe Cousineau-Morin pour peut-être un angle un peu plus régional, lui qui est conseiller municipal à Rimouski. Oui, merci Sarah. Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir de vous rejoindre. Effectivement, donc Philippe Cousineau-Morin. Peut-être, Jeanne a dit des choses très intéressantes. Je vais compléter surtout mon mot d'introduction avec peut-être la perspective régionale sur euh, comment la transition peut se faire dans les transports, alors que je partage les mots de Jeanne là, sur le fait que les outils ils sont connus, puis on a plusieurs leviers, mais le comment se fait plutôt lentement. Alors, effectivement, moi, je suis conseiller municipal, mais c'est mon métier également de, pardon, de travailler comme consultant en transport, que ce soit sur la gouvernance, le projet de transport collectif et également le projet de transport actif. Donc, je, notamment avec les MRC là, dans ce sujet-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité des personnes, peut-être un peu moins de mobilité des transports, des marchandises, pardon. Le point de vue des régions, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que d'un point de vue de transport, il peut se ressembler, mais dans la perspective des gens et donc la capacité d'action, à mon sens, de pouvoir public, donc la capacité d'agir et que les gens comprennent les changements qu'on doit faire en transport, ben, elle est peut-être parfois différente. Pourtant, les régions du Québec ne sont pas différentes, les villes et villages du Québec ne sont pas différentes d'ailleurs, c'est-à-dire que on part d'une urbanisation de longue date qui était celle de villes et villages relativement compacts, relativement denses et qui sont reliés entre eux par par beaucoup moins de modes de transport qu'on en a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était relié par transport maritime ou fluvial dans notre cas et transport ferroviaire, entre autres. Donc, on a eu des organisations assez denses qui existent toujours dans nos régions. Donc, il y a toujours des centralités fortes, mais effectivement, avec ce que j'en ai présenté comme les, la multiplication des autoroutes urbaines qui a rejoint plusieurs régions, ça a changé de beaucoup la dynamique des transports. La deuxième des choses, c'est peut-être deuxième élément que je veux souligner, c'est la perspective des gens sur l'urgence d'agir en transport dans une région. Alors que chez nous, quand Jeanne et Sarah nous ont dit c'est le gros morceau des GES au Québec, les GES, c'est encore plus vrai dans une région comme la nôtre. Moi, j'ai dans le bas du fleuve, qui est une région qui n'est pas, il n'y a pas d'industrie. Alors, c'est 55% de la consommation de pétrole qui provient des transports. Et l'essentiel, ça vient du transport des personnes. Alors, c'est encore plus vrai que c'est le secteur où il faut intervenir. Or, les gens n'ont peut-être pas la même perception face à l'urgence climatique parce que les signes ou les corollaires du besoin de changer ne sont pas tous là. La pollution atmosphérique, si on fait exception de l'année dernière avec les feux de forêt, elle était beaucoup moindre qu'en ville. Les signes de la congestion, donc les autres signaux négatifs du transport automobile ou de la ségrégation de l'espace public des transports, on les vit moins, on les voit moins. Alors, on a souvent l'impression, quand on fait la promotion dans la région du transport actif et collectif, qu'on fait une proposition métropolitaine, qu'on fait une proposition de grande ville. Alors que c'est pas vrai, je vous l'ai dit dès le départ, nos villes, nos villages étaient quand même des lieux denses où il y avait une centralité forte, où nombre de choses étaient possibles à faire à pied. Alors, mais ça explique quand même un peu la difficulté d'arriver avec des politiques qui changent drastiquement. Je dirais quand même que dans les MRC du Québec, c'est là où le transport collectif connaît la plus forte croissance, là, on va dire, depuis les années 2000. C'est dans les régions parce que justement, on part de très loin. Et donc, seulement de répondre à quelques besoins, on a des taux de croissance énormes. On double à chaque quelques nombres d'années le nombre de gens qui empruntent les transports collectifs. Faisons exception de la pandémie, je parle des transports collectifs ruraux ou régionaux. Et finalement, ben voilà, je pense qu'en fait, c'était l'essentiel de mes mots d'ouverture. Peut-être que
pour la suite, ce dont on devra se préoccuper dans le comment faire la transition, puis de quelle façon, à travers nos succès et nos insuccès, là, à travers ce qu'on fait concrètement actuellement, puis ce qu'on n'arrive pas à faire. Je vais peut-être appeler à toujours nous rappeler la perspective de la multimodalité ou du cocktail transport. On peut le nommer de différentes façons parce que chacun dans nos spécialités, on a beaucoup un focus très précis, mais il est particulièrement vrai en région, le cocktail transport, notamment quand on va parler de déplacements interrégionaux. Si on veut une mobilité durable urbaine au quotidien, ça prend aussi une mobilité durable interrégionale. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias la semaine dernière quand on parlait des services d'autocar qui sont déficients au Québec. Première des choses. Puis la deuxième des choses, puis là-dessus, je vais passer la parole à ces messieurs, c'est faire une transition dans les transports qui soit juste, qui soit la plus inclusive possible pour tous nos citoyens et nos citoyennes, notamment dans une population vieillissante qui doit se déplacer autrement que à d'autres âges de la vie. Alors voilà, c'était mes mots d'introduction. Merci beaucoup, Philippe. C'est effectivement intéressant de nous rappeler que la perception des besoins en transport collectif peut être bien différente en région, mais qu'au final, tout le monde a besoin de se déplacer. C'est comment on organise des services qui vont avoir un impact déterminant, puis un énorme potentiel en région. Je vais glisser tout de suite à nos intervenants de la COSAN, M. Prévost, M. Lupien, qui vont effectivement aborder la question de l'inclusion de l'équité dans le transport. Donc, messieurs, la parole est à vous. Peut-être laisser M. Lupien parler d'abord. Je pourrais compléter par la suite, si vous voulez. Parfait, allons-y. Oui, juste envoyer un diapositive. Ouais. On peut s'envoyer un diapositive? Ah, oui. Alors, la définition des personnes en situation de handicap, naturellement, qui est important, la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Définit comme une personne handicapée, comme toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement de l'activité courante. La persistance dans le temps et les capacités des obstacles rencontrés dans le quotidien sont des éléments importants de cette définition. Alors, pour vous dire un peu là-dedans, quand on regarde ça, puis vous pouvez lire aussi pour les personnes en situation de handicap, en bas, définition d'une personne en situation de handicap. L'important, c'est de dire que, les personnes handicapées, bien, on peut dire d'un côté, ça fait longtemps qu'on est vert parce que nous, tous nos fauteuils, tout ce qu'on a, malheureusement, qui est motorisé est électrique, donc depuis longtemps. Ça, c'est un bon côté. Cependant, on a toujours juste travaillé avec le transport adapté. Le transport adapté, quand même, amène des coûts de GS, oui, énormes parce qu'on prend des véhicules spéciaux, etc., on commence seulement à les électrifier alors qu'on était toujours encore à gaz ou à diesel partout. Et je pense que l'important, c'est oui, ça, mais en même temps, l'important, c'est de rendre tous les transports collectifs adaptés pour pouvoir permettre aux personnes handicapées de prendre un transport en commun comme tout le monde et non pas être obligé de toujours prendre un transport adapté et avoir un transport exclusif. Prochaine diapositive. Les 16 principes issus de la loi sur le développement durable, santé et qualité de vie, équité et solidarité sociale, protection de l'environnement. Alors, vous pouvez les lire, je n'ai pas besoin de tous les lire. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on a beaucoup à faire. Et pour moi, c'est important de dire que le transport doit changer de la façon de transporter les personnes. Et pour les personnes handicapées, bien, on le dit régulièrement en mobilité durable, il faut absolument, si pour les gens non handicapés, on offre 4, 5 moyens de transport, bien, il faut faire la même chose pour les personnes handicapées. Et le plus possible, justement, que ce soit dans le collectif, ce qui veut dire que si les trains de banlieue, s'ils seraient accessibles, si toutes les choses seraient accessibles à un moment donné, on dépenserait beaucoup moins en transport adapté, on aurait une accessibilité et une facilité de déplacement et on coûterait beaucoup moins cher aussi en transport. Et ça, c'est des choses qui doivent se calculer. Je vais laisser la parole à André. OK, donc, justement, cet acte-là
Elle place bien le contexte de mon propos, qui est complémentaire à celui de Paul Lupien. Bon, quand on parle de transport, de mobilité durable, il y a aussi le concept de développement durable qu'on voyait tantôt. Il y a même une loi sur le développement durable au Québec. Quand on parle de développement durable, bien sûr qu'on pense à la composante environnementale, ça c'est certain. Mais il y a deux autres composantes qui sont associées, qui sont très importantes. C'est la composante sociale et la composante économique. Alors tout ça devient un peu indissociable. C'est sûr qu'on veut améliorer l'environnement, améliorer le climat, mais évidemment, se pose toute la question du vivre ensemble et de l'inclusion des personnes, que ce soit les personnes en perte d'autonomie ou les personnes qui sont en situation de handicap. Quand on pense à la composante sociale ou économique, puis aux personnes à mobilité réduite, ça pose la question de leur participation à la vie collective, à leur participation au marché du travail, à leur instruction publique, hein, puis même à la question du loisir. Mais évidemment que pour avoir accès à ces aspects sociaux, économiques, il faut avoir accès au transport. Puis le transport collectif, souvent, puis c'est pas une critique, mais il n'est pas toujours planifié et construit avec tous les principes d'accessibilité universelle qu'on souhaiterait voir en place. Je donne quelques exemples. Vous allez avoir parfois, souvent, des stationnements incitatifs, des stationnements pour accéder au transport collectif, mais parfois, il y aura des entraves où on ne pourra pas accéder au quai ou encore au train de banlieue ou à d'autres modalités de transport. Et à chaque fois qu'on ne travaille pas suffisamment sur l'accessibilité universelle des transports collectifs, comme disait Paul, on met de la pression sur le transport adapté, le transport individuel. Alors, évidemment que ce propos-là est surtout présent en ville, mais il est aussi appelé à être vrai et de plus en plus vrai dans toutes les régions du Québec. Alors, tantôt, bon, évidemment que la SATAT, c'est ce qu'elle nous dit, hein, dans le fond, sans transport, il est difficile d'accéder à toutes les composantes sociales ou socio-économiques. Et le transport, évidemment, adapté, en l'absence d'un transport collectif qui serait complet et total. Là, on parlera même du transport par taxi ou par voiture individuelle avec pétrole ou électrique. Dans certains pays, la flotte complète de taxis sera adaptée, alors qu'au Québec, actuellement, c'est pas le cas. Donc, éventuellement, il y a beaucoup d'innovations à faire pour avoir une meilleure inclusion, une meilleure accessibilité universelle pour le bénéfice non seulement des personnes en situation de handicap, mais de toutes les personnes qui présentent des limitations. Puis on évalue au Québec puis au Canada à 16% de la population qui est aux prises avec au moins une limitation. Pour le Québec, c'est 1,3 million de Québécois et de Québécoises. C'est quand même pas rien. C'est très, très significatif. Merci beaucoup, Monsieur André, Paul, pour ce rappel-là, en fait, que l'absence d'options de mobilité, c'est un facteur d'exclusion qui est important. Donc, il faut s'assurer vraiment que nos services de transport collectif soient accessibles, soient inclusifs, qu'on ait des services qui laissent personne derrière. Parce que si on réussit ça, on le sait, hein, c'est tout le monde qui va y gagner, pas juste les personnes en situation de handicap. Donc, on aurait vraiment intérêt à aller vers cette voie-là. Euh, je nous amènerais maintenant que, bon, on a placé le contexte vers une question sur l'électrification. On l'a tous abordé un petit peu. On voit qu'il y a énormément d'énergie qui est mise en électrification des transports, que ce soit en l'électrification des transports privés, individuels ou de l'électrification des transports collectifs. Aussi, on a une stratégie quand même pour accélérer rapidement là, la transition vers une flotte d'autobus électriques. Donc, j'irais sur une première question. Euh, Selon vous, puis là, je vais laisser mes intervenants répondre dans l'ordre qu'ils le souhaitent. Euh, mais c'est quoi les avantages puis peut-être les limites de l'électrification des transports au Québec? Est-ce qu'il y en a un premier qui veut se lancer? Il n'y a pas de volontaire, c'est moi qui vais sacrifier Si quelqu'un, je peux y là, puis aller, je peux imposer. y aller. Je Parce te remercie qu'effectivement, d'y aller.
Merci, pardon, ma voix. L'électrification, bon, puis on disait que ça a été un sujet qui était parlé à la COP dans les derniers jours. Ben, c'est tendance partout pour parler d'électrification, surtout les véhicules personnels, c'est comme une tendance de fond. Sans embarquer dans le débat sur les voitures électriques, moi, j'ai envie quand même de souligner les grands espoirs que j'y vois, là, à partir de ma perspective régionale sur l'électrification, surtout à partir du Québec qui produit beaucoup d'électricité propre. Il y a peut-être deux volets là, que je trouve centraux auxquels il faut réfléchir parce que justement, je pense qu'on ne les saisit pas assez bien pour emprunter les chemins les plus faciles là, pour faire la transition. La première, c'est le fait que l'électricité, c'est un potentiel de, de transport, si on veut, à l'échelle locale. Je vais essayer de vous donner une image qui est celle qui est développée notamment là, par les intervenants de ma région, du Collectif fédéral de développement du Bas-Saint-Laurent, où, vous le savez peut-être, il y a quand même depuis quelques années des champs d'éoliennes qui ont pris place et il y en a beaucoup d'autres qui seront à venir. Il y en a sur la Côte-Nord ailleurs. Et l'image qu'on essaie de construire, qui est faite aujourd'hui est une image, mais un jour, c'est un peu le rêve construit pour la réalité, c'est d'avoir des véhicules de tout type, que ce soit les fauteuils roulants, les autobus ou les voitures électriques, propulsés à même une source d'énergie qui soit locale. C'est un peu la boucle énergétique qu'on essaie de construire. Donc, mais c'est que je la vends comme ça parce que je trouve que comme c'est une tendance de fond si forte, l'électrification, qui est globalement positive, mais avec tous les enjeux énergétiques là, qui sont liés, ben, ce qui est intéressant de prendre, c'est que ça se vend bien pour une population comme les nôtres de dire, tu sais, c'est un projet d'autonomie régionale dans nos transports. Après ça, bon, là, on pourrait rentrer dans le détail de faire rouler un autobus électrique dans les routes rurales du Bas-Saint-Laurent en hiver. On n'y est peut-être pas, mais je sens qu'on y sera très bientôt. Deuxième chose que je veux dire vraiment, vraiment, vraiment important qu'au Québec, on n'a pas saisi, c'est le potentiel de la micromobilité électrique. Et encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Paul. Les fauteuils de personnes handicapées sont précurseurs là-dedans, mais il y a aussi les vélos électriques et les trottinettes électriques et tous les autres potentiels de micromobilité qui, dans les régions où l'hiver sera de moins en moins long, deviennent un complément de transport, que ce soit au train, que ce soit à des déplacements là, de moyenne distance, par exemple en banlieue. Il y a probablement là. Puis je pense que c'est démontré dans la littérature là, à l'international que le potentiel de gain dans certains types de milieux urbains, de vélos électriques, entre autres, là, est vraiment fort. Puis, je ne sais pas chez vous, mais autour de moi, c'est extrêmement clair parmi la tranche démographique la plus importante de la population, là, qui sont les jeunes retraités. Là, le vélo électrique est en grande, grande vogue. Il y a des boutiques de vélos électriques qui viennent d'apparaître. Chez nous, c'est des anciens concessionnaires automobiles qui sont des gens, des personnes qui tiennent la boutique de vélos électriques. Alors, il y a une tendance de fond. Je ne m'en dis pas plus, mais je veux juste dire qu'il y a quelque chose là qu'on doit, un virage là qu'on doit prendre très fort avec l'électrification. Tout à fait, l'électrification de la micromobilité, ça peut Ouais. permettre d'allonger ce dernier kilomètre. Je vois Jeanne qui veut réagir, puis ensuite Paul, allez-y. Oui, merci Sarah. Bah, tout à fait d'accord avec ce que Philippe mentionnait sur l'attrait, l'intérêt de la micromobilité dans le cocktail transport. Puis effectivement, c'est vrai, les aides à la mobilité électrique, ça existe depuis longtemps, mais on voit que c'est ça, il y a du potentiel pour développer encore ça davantage. Le point que je voulais amener, c'est que tu parlais, Sarah, de c'est quoi les avantages et les limites de l'électrification des transports. Ben d'abord, l'avantage, c'est que ce qu'on vise, c'est quand même la carboneutralité à terme. Donc, tous nos véhicules qui vont être mus par autre chose que l'énergie humaine vont devoir être mus par l'électricité, par une forme d'énergie qui, en tout cas, qui ne sera pas une énergie fossile. Donc, et on sait que on ne pourra pas se passer complètement de ces véhicules-là. Donc, on a tout intérêt à électrifier les transports parce que pour ce qui va rester comme véhicule, ils vont devoir être électriques. Par contre, les limites, c'est que actuellement, il n'y a aucun modèle qui montre qu'on est capable d'atteindre nos cibles seulement avec l'électrification des transports. C'est impossible. C'est trop tardif comme entrée, c'est trop tardif comme renouvellement du parc automobile. On n'est pas encore capable de le faire pour tous les types de véhicules. Donc, si on veut atteindre nos cibles, si on est sérieux et qu'on continue de viser 1,5 ou pas beaucoup plus que 1,5 degrés de chaleur supplémentaire,
il faut absolument agir sur tous les leviers. L'électrification seule ne suffira pas. Puis c'est pas pour rien que dans l'approche réduire, transférer, améliorer, qui est l'approche adoptée par le Québec dans sa politique de mobilité durable, on mise en priorité sur réduire, ensuite sur transférer et ensuite sur améliorer. C'est parce que si on met tous nos efforts dans améliorer, on sait qu'on n'y arrivera pas. Puis en plus, on crée un espèce d'effet rebond où on peut même augmenter. On constate que les personnes qui ont une voiture électrique n'ont plus de pression pour limiter leurs déplacements, donc parfois même elles ont tendance à les augmenter, ce qui n'est pas ce qu'on souhaite. L'autre limite de l'électrification des transports, c'est que c'est super d'un point de vue de réduction des émissions de gaz à effet de serre immédiat, mais par contre, ça mobilise une énergie qui est précieuse pour faire fonctionner des industries dont on a besoin, pour se chauffer, pour tout le reste, tout ce qu'on fait quand on se déplace pas. Et c'est aussi une énergie qui est précieuse parce qu'on peut la vendre à l'international, on peut l'utiliser pour des industries qu'on veut attirer. Donc, toute cette énergie-là, si on la met à se déplacer, c'est du gaspillage. C'est vraiment du gaspillage économique, en plus du fait que de toute façon, on n'atteindra pas nos cibles. Puis, je voudrais quand même rappeler que les incitatifs actuellement à l'achat d'un véhicule électrique n'ont pas permis d'enlever une seule voiture à essence du parc de véhicules automobiles. Et que pour électrifier à peine 3% du parc, puis bon, pendant ce temps-là, il augmente, donc c'est pour ça qu'on n'en a pas enlevé une seule, mais pour électrifier 3% du parc, il a fallu dépenser 1,5 milliard de dollars juste en argent public. Donc, si on avait mis cet argent-là dans des mesures plus équitables, si on avait utilisé cet argent-là pour soutenir la consolidation urbaine, pour développer le transport collectif, pour développer des flottes de vélos partagés électriques, ça aurait bénéficié à davantage de monde et nos sociétés seraient mieux équipées pour faire face à la crise climatique et à l'ensemble des crises qui sont à nos portes. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Paul? Oui, ben, moi, ce que je voudrais rapporter en même temps, c'est, oui, les batteries, c'est beau, les piles, mais sauf qu'il faut vraiment trouver le moyen de les récupérer, de pas en faire des déchets qui vont devenir aussi toxiques par la suite. Donc ça, c'est très important. On travaille beaucoup là-dessus, oui, mais il faut qu'il y ait une bonne amélioration parce que ça, c'est un des gros problèmes quand on regarde l'accumulation des batteries présentement. C'est fou et c'est un polluant sur de longues années. Donc oui, il faut regarder pour la récupération et ça, c'est, je pense, majeur. Deuxièmement, comme elle disait, Jeanne, justement, il faut regarder que l'énergie, on en a besoin. Est-ce qu'on doit, il faudrait pas qu'on, parce que là, à un moment donné, on entendait parler du gouvernement, on pourrait peut-être faire une centrale nucléaire pour produire plus d'électricité. On pourrait faire, non, non, faut continuer à rester propre. Donc, moi, quand on commence à nous parler de vouloir produire énormément à cause qu'il y a le transport, ben ça me fait peur un peu parce que si on s'en va vers un nucléaire ou n'importe quoi, je trouve que ça devient inutile. Et là, on s'en va dans le sens contraire d'un autre côté. On sort d'autres polluants. Et ça ne nous sert à rien d'aller là. Moi, je pense que vraiment, il faut qu'il y ait un effort qui soit fait, mais fait dans le bon sens, ce qui veut dire qu'on reste avec une énergie propre, comme le Québec a toujours fait, et qu'on continue dans ce sens-là. Merci beaucoup. André, si vous vouliez Ouais. ajouter quelque Ouais, chose, ben, allez-y. peut-être simplement mentionner que, dans le fond, l'électrification, c'est potentiellement une bonne chose avec les limites qui ont été mentionnées. Toutefois, par contre, tout ça doit être accompagné, puis ça, on ne le fait pas toujours au Québec en particulier, d'une révision de nos programmes et des mesures de soutien. Je vous donne un exemple. Le programme de subvention du transport adapté. Bon, à un moment donné, on a appris que la Dodge Caravan, qui coûtait pas trop cher, entre guillemets, ne se fait plus. C'est la Dodge Pacifia. Ah, c'est sûr que la Dodge Pacifia coûte 10 à 15 000 de plus. Fait que ton programme de subvention ne permet plus de transformer des véhicules. Donc, si on arrive avec des véhicules électriques plus coûteux, faut pas non plus oublier de réviser les programmes pour permettre à l'offre de service de se maintenir. Autrement, sans s'en rendre compte, on va faire de l'attrition non planifiée, puis de l'exclusion des personnes à mobilité réduite. Bon, l'autre chose aussi, il faut faire attention que ce soit vu comme étant le Klondike, entre guillemets, puis qu'on oublie de continuer à travailler ce que j'appelle l'efficacité énergétique.
Aussi, toute la question de l'accessibilité à l'intérieur même des nouveaux véhicules. C'est pas parce qu'il y a une batterie qu'on n'a pas besoin de continuer à se questionner sur la manière de favoriser une plus grande accessibilité aux clientèles qu'on veut desservir. Donc ça m'apparaît très important. Puis finalement, écoutez, moi je dirais qu'il faut éviter de mettre tous nos œufs dans le même panier, hein, c'est facile à dire. L'innovation pourrait arriver à un moment où on s'y attend pas. Il pourrait très bien y avoir d'autres sources d'énergie également. Et vous voyez qu'on n'arrête pas de parler de milliards, puis il y a beaucoup de milliards derrière la discussion dont on parle. Voilà. Merci beaucoup. Toutes des interventions vraiment intéressantes qui démontrent à quel point finalement l'électrification des transports, c'est multifacette, c'est plein de nuances. Il va falloir y réfléchir de façon très consciente pour s'assurer que ça reste inclusif, notre transport, mais aussi réfléchir à notre stratégie énergétique, comment on veut faire la transition vers l'électrique finalement, puis s'assurer de respecter nos ambitions énergétiques aussi. Il y a d'autres défis autres que l'électrification. Ça a fait effectivement couler beaucoup d'encre. Je le disais en introduction, on a parlé beaucoup de financement de la mobilité dans les derniers mois, dans les dernières semaines, plus spécifiquement du transport collectif qui vit une crise du financement qui a été exacerbée par la pandémie. On a assisté aussi à un bras de fer entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Et là, l'idée, c'est pas du tout de se lancer dans une guerre de chiffres, mais j'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi les obstacles à éliminer, les mesures à mettre en place pour s'assurer qu'on finance une mobilité qui répond aux besoins de la population, qui ne laisse personne derrière. Je ne sais pas si on a... Ah bon, super. Paul, merci de vous lancer dans l'analyse. Bien, justement, parce que moi, je pense qu'il faut vraiment, quand on parle de transport adapté, penser aux régions. Les régions, là, un déplacement, c'est souvent 100 km. Quand on parle de la Côte-Nord, quand on parle d'autres endroits, je regarde juste dans la région de Val-d'Or, pour aller à l'hôpital, c'est 80 km. Alors, et à Montréal, aller à l'hôpital, c'est 10 km maximum. Il y a une différence dans le transport, il y a une différence dans le coût de transport, ça, c'est évident. Il faut que ça soit revu, la façon de financer le transport, mais en même temps, il faudrait une équité dans le transport. Ça veut dire que ce qu'on dit un peu, nous, c'est que ça va prendre des commissions de transport un peu partout, au lieu de laisser at large et tout ça pour recentraliser, puis en même temps, amener des nouveautés comme faire du transport sur appel ou ces choses-là pour les gens et amener un transport collectif qui est souvent déficient dans beaucoup d'endroits au Québec, mais en même temps, peut-être le partager avec le transport adapté, mais sans couper et sans réduire le transport adapté. Ce que, malheureusement, dans beaucoup de régions, ce qu'ils ont fait, présentement, ils ont pris l'autobus de transport adapté, ils font du transport sur appel, mais ils ont coupé les personnes handicapées. Ça, c'est moins correct. Je pense qu'on a moyen de cohabiter tout ça ensemble et de le faire correctement. Mais pour ça, la façon qu'on opère présentement, un peu trop d'intervenants, un peu trop de monde et tout ça, pas beaucoup de reddition de compte. Ça prend une reddition de compte pour comprendre c'est quoi le coût, puis qu'est-ce que ça coûte dans chacune des régions. Et oui, moi, je suis pour un peu une forme de 3 formes de financement. Ce qui veut dire qu'il y aurait le financement pour des grandes villes comme Montréal et tout ça, au transport, point final et tout ça. Mais après ça, qu'on ait un financement pour ceux qui sont dans des régions un peu plus populeuses puis qui ont moins de distance à faire, mais aussi d'en avoir une qui est au kilométrage pour des places, quand on regarde, exemple, la Côte-Nord, qui font des centaines de kilomètres juste pour aller mener une personne, il revient 100 kilomètres avec personne dans le véhicule. Il y a toujours un coût à ça. Et je pense qu'il y a moyen de peut-être trouver justement un partage en ramenant peut-être en créant des commissions de transport pour des grandes régions. Ça permettrait de peut-être qu'au lieu qu'ils reviennent à vide, ben, ils pourraient peut-être revenir avec quelqu'un d'autre de telle région qui veut aller à telle place et permettre un mouvement et une économie à un moment donné. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à voir. Il y a à repenser le transport, surtout en région, puis l'améliorer. Ça, c'est important et en même temps, augmenter la qualité, puis tout ça, parce que moi, je trouve de valeur, exemple, en Gaspésie, pour des rendez-vous médicaux, on appelait l'ambulance. Et ça, c'est aberrant. Ça coûte très cher une ambulance, en plus de payer les ambulanciers et tout. Ça devient aberrant, puis parce qu'il n'y avait pas de transport adapté. Et je pense qu'on doit revoir tout ça, s'asseoir, puis vraiment revoir la gestion du transport au Québec,
mais en même temps aussi voir est-ce qu'on a une bonne réduction de compte, mais une façon aussi de le financer différemment par rapport aux régions, chacune des régions. Ça devient indépendant, ça dépend des distances qu'ils ont à parcourir, tout ça. Peut-être, Philippe, tu voudrais Oui, réagir. Les régions ont ben, été beaucoup mentionnées. ben, c'est parce que les exemples de Paul sont vraiment intéressants, puis je vais les réutiliser dans d'autres exemples qui sont plus en transport collectif régulier, mais dans le fond, je veux répondre à la question du financement sans y répondre. Parce que même si je me suis penché beaucoup sur ce sujet-là depuis une dizaine d'années, notamment les rapports de l'Alliance Transit sur le financement des transports collectifs, une partie des conclusions que je tire, c'est que le problème n'est pas seulement un problème de financement, mais un problème de gouvernance ou de la façon dont les choses ont travaillé. Fait que là, il nous a donné Paul nous a donné des exemples vraiment intéressants, puis je veux vous le dire. Moi, j'ai vu ça dans ma région. Quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, quelqu'un qui est accessible au transport adapté, qui doit aller à un hôpital qui est à cinquantaine de kilomètres chez eux, mais qui doit emprunter 2 réseaux de transport adaptés, changer de véhicule à la limite de municipalité. Là. On s'entend, là, c'est sur le bord du fleuve là, qui change d'autobus. Là. Ça n'a comme aucun bon sens. Bon, les transporteurs se font des ententes, puis ils disent pas au ministère, tu sais, ils s'arrangent. C'est des situations vraiment dommageables. Quelqu'un veut le faire en transport collectif, je vais vous le dire tout de suite, il n'existe pas le transport collectif. Hein, ce 40 km-là, même pour aller vers un hôpital un peu plus central. Mais bref, mon point sur le financement, c'est de dire problématique de gouvernance. Quand Paul et André nous ont dit, bon, il y a vraiment une ségrégation, si on veut, dans l'offre de transport, de personnes de transport adapté. Il y a très peu d'offres intégrées. Bon, on travaille fort. Là. La plupart des grandes villes du Québec ont maintenant des autobus à plancher bas, que ça fonctionne bien en général. En tout cas, on a avancé là-dessus. Mais dans le transport collectif, je vous ai parlé là, de l'importance de se déplacer dans la ville et à l'extérieur de la ville. Là aussi, on gouverne complètement en silo. Complètement. J'ai juste à penser chez nous excusez, j'ai pas sûr que j'ai le bon mot français, les hubs de transport, donc les gares, les noyaux, tout simplement. Alors, nous, dans la ville, on a l'autobus urbain qui avait une gare en rive du fleuve. Déjà en rive du fleuve, pour débarquer l'autobus, partir à pied, ben, il y a 50% du rayon de marche qui n'existe pas parce qu'on ne va pas travailler dans le fleuve. La gare était mal placée. L'autobus de l'Orléans Express qui est Keolis est à 4 km de là. Il y a des gens qui, pour sortir de la région, doivent utiliser l'avion. L'aéroport n'est pas desservi par aucun transport collectif. Puis tout ça, c'est des points non centraux. Bref, il y a là d'autres exemples de travail en silo incroyables. Puis je vais peut-être en venir à un exemple que je ne veux pas prêcher. J'ai pas été voir aussi profondément que Jeanne est allée voir le cas de Lyon. Mais c'est en France, c'est la loi sur l'organisation des mobilités. Moi, c'est un peu nouveau pour moi, là, mais c'est une loi qui était entrée en vigueur il y a 4 ans, qui oblige tous les territoires. C'est un peu ce que Paul a dit en parlant de commission de transport un peu partout. C'est une loi en France qui, depuis 4 ans, oblige tous les territoires à se doter d'une gouvernance en transport. Et en gros, ce que c'est venu faire, c'est combler les territoires un peu moins métropolitains, là, surtout, là, ce qui ferait la même chose chez nous. Actuellement, dans le Bas-Saint-Laurent, 200 000 de population, on a 9 transporteurs adaptés collectifs. On est en train, suite à 10 ans de concertation, de réduire ça à 2 pour avoir une échelle qui est la vraie échelle des déplacements des gens. Fait que, bref, je vais m'arrêter ici, mais je pense qu'en parallèle des demandes financières qui sont évidentes, là, de réinvestissement faire comme en Ontario, je pense qu'il y a un travail de gouvernance à faire pour que le financement soit en adéquation avec la gouvernance. Il y aurait peut-être un bon exemple dans la région de Montréal avec la RTM, mais à date, ça se passe pas si bien non plus. Enfin, je vais laisser ceux dans cette région-là en parler peut-être un peu plus. Voilà. Je vais céder la parole à André, puis je suis certaine que Jeanne aussi va vouloir réagir par la suite. André, allez-y. C'est un court complément sur ce qui a été dit. L'idée de regroupement, c'est toute la question aussi du transport, que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Les transports entre les localités, entre les MRC, entre les régions. Alors, on peut mettre toutes sortes de mots là-dessus. Évidemment qu'on n'est pas efficient, puis ça nous ramène à la question de la gouvernance. On sait qu'il y a des petites municipalités qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent, hein, en passant, là, pour organiser le peu de transport qu'ils ont. Mais évidemment, eux, ils le planifient en fonction de leur municipalité. Ils ne planifient pas en fonction des autres localités puis des autres MRC. Bon. Il y a certainement une mise en commun. On critique beaucoup les réformes en santé et en éducation pour la centralisation. Moi, personnellement, je militerais plus pour une forme de centralisation en transport qu'en santé et en éducation. Parce que quelque part,
Philippe nous a donné des exemples très éloquents par rapport à ça. Puis il y a une autre variable qu'on n'a pas nommée encore, puis c'est un peu gênant de la mettre sur la table, c'est l'expertise. Puis je suis pas en train de dire que j'ai cette expertise-là, mais ça prend une certaine expertise aussi là, pour planifier, structurer, gérer la mobilité puis les transports, surtout avec la pensée du transport inter ce que vous voulez, inter-clientèle, inter-besoin. Puis dernière variable à mettre dans le modèle, c'est la participation des utilisateurs. Bien souvent, dans nos systèmes, on les invite un peu pour faire bonne figure, mais moi, je pense qu'on aurait intérêt à les intégrer davantage par rapport à leurs compétences expérientielles. Ça m'apparaîtrait incontournable. Puis, que ce soit par rapport aux plaintes, que ce soit par rapport à l'expression des besoins. Je pense que si on réussissait à faire des regroupements bien pensés pour l'ensemble des besoins, avec cette idée de mobilité un peu plus large que les communautés très, très locales, en bout de ligne, on risque d'être gagnant. Puis, même avec un impact sur le climat positif. Si je peux... Merci. vas-y. Vas-y, hein, je te cède la parole. Merci beaucoup. Je trouve que tout ce qui a été dit par Paul, par André, par Philippe met vraiment bien en lumière le fait que la mobilité durable et en particulier le transport collectif, c'est vraiment pas juste une question environnementale, c'est bien plus une question d'équité, puis de vivre ensemble, puis de collectivité. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu oublié. On a tendance à considérer que le financement des transports, on regarde combien ça coûte en tonnes de gaz à effet de serre éliminés, alors que c'est pas ça le rôle du transport collectif à la base, c'est de déplacer des gens pour qu'ils aillent chez le médecin, de déplacer des gens pour qu'ils aillent étudier, de déplacer des gens pour qu'ils travaillent, pour qu'ils visitent, bref. Euh, et là-dedans, j'ai l'impression que ça fait 50 ans qu'on considère que le transport collectif, c'est un mode de transport alternatif, que la façon normale de se déplacer, c'est la voiture, qui a une responsabilité primordiale de la part de l'État de fournir un réseau routier en bon état de marche, d'en assurer la construction, l'élargissement, l'entretien, et que parallèlement à ça, donc on s'assure que les voitures puissent rouler confortablement, mais on a un peu perdu de vue que c'est pas vrai que tout le monde peut rouler en voiture confortablement, qu'il y a quand même plein de gens qui ne conduisent pas, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils n'en ont pas les moyens physiques, parce qu'ils n'en ont pas les moyens économiques, parce qu'ils sont trop jeunes. Donc pour toutes ces personnes-là, qui représentent quand même une part importante de la population, investir en transport collectif, c'est une nécessité. Puis je voudrais rappeler, sans me lancer dans une guerre de chiffres pour autant, que quand on investit en transport collectif, ça fonctionne. On a une expérience québécoise, qui est la politique québécoise de transport collectif, qui a été mise en place en 2006 puis 2012. Cette politique-là, sa cible, c'était d'augmenter de 8% l'achalandage du transport en commun, en soutenant à hauteur de... En tout cas, je ne donnerai pas tous les chiffres, ce serait trop complexe pour ici. Mais bref, il y avait une cible de 8% d'augmentation de l'achalandage. Et cette politique-là a dépassé la cible, puisqu'on a atteint une augmentation de 11% de l'achalandage en quelques années à l'échelle du Québec, alors qu'on n'a même pas mis en place du transport collectif partout. C'était seulement dans les grandes villes qu'elle était ouverte, cette politique-là, ce qui pose par ailleurs des questions d'équité, qui ont bien été mentionnées auparavant. Donc on voit que c'est vrai que quand on met de l'argent dans le transport collectif, on le développe, les gens le prennent davantage, puis c'est efficace. Et je pense qu'il faut changer notre état d'esprit et vraiment repartir la machine, retrouver l'ambition de développer le transport en commun interurbain, à l'intérieur des villes, en assurant une fonctionnalité. Puis je pense que ça a commencé à changer la vision du transport en commun. On lit de plus en plus dans les journaux, les élus en parlent de plus en plus. On a besoin de transport collectif efficace parce que maintenant, c'est ça que les grands employeurs demandent. C'est ça qu'une entreprise pose comme question quand elle vient s'installer dans une ville, c'est qu'est-ce que vous avez comme réseau de transport en commun? Mes jeunes là, mes jeunes employés, mes jeunes cadres, eux, la façon dont ils se déplacent, c'est ils veulent la liberté, puis pour eux, la liberté, c'est un bon réseau qui va pouvoir les conduire partout, c'est ne pas avoir besoin d'avoir nécessairement une voiture à laquelle ils sont inféodés.
Ça a changé aussi, je ne sais pas si vous allez souvent dans des événements, mais de plus en plus, on voit l'information sur comment on peut s'y rendre en transport en commun. Avant, on voyait juste le stationnement. Généralement, ça mentionnait stationnement gratuit ou stationnement payant, stationnement accessible sur place ou bref. Maintenant, on voit les indications de transport en commun, on voit même parfois les stations Bixi à Montréal. Donc, il y a quand même un changement de culture qui est en train de se faire progressivement. Moi, ça me donne espoir. Après, il faut qu'ils se retrouvent dans les programmes de financement. Puis c'est sûr qu'en ce moment, il y a quand même un deux poids, deux mesures dans le financement entre la mobilité durable, entre le transport collectif, puis entre la route, puisque le fait que ce soit chaque ville qui soit responsable d'essayer de parvenir à un équilibre dans le financement des sociétés de transport, alors que tout le réseau routier, y compris pour les déplacements urbains, le réseau routier sur autoroute est financé par le ministère des Transports. C'est sûr que c'est illogique, c'est forcément une iniquité, ça pousse à se développer autour des autoroutes, ça crée d'autres problèmes. Et c'est des éléments sur lesquels il faut absolument travailler. On sait que c'est inéquitable. Il y a un chantier sur le financement de la mobilité qui a été lancé en 2019. C'était bien avant la pandémie. Ça montre bien que ce n'est pas des questions qu'on se pose seulement maintenant. Puis avant de laisser Philippe réagir à ça, parce qu'il va sûrement avoir des choses intéressantes à dire, je voudrais mettre sur la table une incongruité qu'on observe, pas tellement du côté du financement, mais du côté du paiement, puis de la facturation. Quand vous utilisez votre voiture, on s'est arrangé pour que si vous prenez de l'essence et votre réservoir, il va fonctionner avec toutes les pompes à essence. Pour utiliser du carburant, pour payer du carburant, vous sortez votre carte de crédit, c'est d'une simplicité extrême. Quand vous quittez le réseau municipal pour rentrer sur le réseau routier supérieur géré par le ministère des Transports, on ne vous demande pas de sortir une nouvelle carte pour payer ce réseau-là spécifiquement. On vous laisse fonctionner de façon absolument fluide et il y a un seul type de paiement, c'est votre carte de crédit pour acheter du carburant. Pour le transport en commun, si vous voulez prendre le transport en commun, il faut d'abord que vous regardiez c'est quoi les tarifs, qui vend des billets, où vous pouvez les trouver. Selon le lieu où vous allez, ce n'est pas les mêmes billets. Selon la fréquence à laquelle vous allez utiliser le transport en commun, vous devriez acheter tel ou tel titre. Bref, il faut quasiment faire un certificat en facturation du transport en commun avant même de penser monter dans l'autobus ou dans le métro. On jurerait que ce système de tarification-là a été fait pour nous induire l'idée que c'était un mode dont on voulait limiter l'utilisation et qu'on voulait freiner un peu l'accès au réseau, alors que c'est le contraire. On souhaiterait augmenter la part modale du transport en commun et limiter l'utilisation de la voiture. C'est dans toutes les politiques publiques et au niveau facturation, on fait exactement l'inverse. Donc, une simplification de la facturation du transport en commun, ça me paraît absolument essentiel de travailler là-dessus. Et Philippe, tu voulais réagir? J'aimerais ça réagir, oui. J'ai peut-être 3 points. Ben déjà, juste sur ce que tu viens de dire, Jeanne, j'ai un exemple précis là, qui prouve là, les enjeux de tarification. Notre société de transport urbaine de la ville de Rimouski, on a ajouté une application qui permet, dans l'application où on voit les autobus, les horaires, d'acheter directement le billet à l'aide de la carte de crédit. On a ajouté ça dès janvier 23. On n'en a pas fait du tout la promotion, on ne l'a pas dit. Parce qu'on n'était pas prêt à gérer en arrière. On voulait l'essayer, c'était un ajout. Sinon, c'était paiement comptant ou paiement par carte mensuelle prépayé. On a 12% de nos transactions actuellement qui se font avec l'application, sans même l'avoir dit à personne. C'est devenu instantanément une facilité que les gens attendaient, qu'ils étaient prêts. Dans mon cas, je parle beaucoup, parmi nos utilisateurs, on a beaucoup de nouveaux arrivants, là, qui soient canadiens ou qui proviennent de l'international. Ils sont tous déjà habitués. C'est une facilité, mais c'est un exemple très concret. Les 2 points que je voulais rajouter sur ce que tu as dit et ce que André a dit, quand tu dis l'importance sociétale, on l'a perdu de vue que c'était autre chose que des GES. Effectivement, parce que quand je dis on a un enjeu de gouvernance puis de silo, c'est qu'on a patché les besoins ponctuels. Puis je veux juste nommer, parce que André en a fait légèrement mention, un secteur qu'on n'a pas du tout mentionné, mais c'est tout le transport ou tout le financement du transport qui existe à même les budgets du réseau de la santé. Vous savez que c'est le financement principal, c'est le principal dépense au Québec, c'est la santé. Puis que ce soit le transport médical, qui est bon, il y a des raisons, ça c'est assez clair, que ce soit le financement des déplacements des employés des réseaux de la santé dans la région, les infirmiers et infirmières qui vont à la maison, qui sont payés 66 cents du kilomètre avec leur voiture personnelle pour aller se déplacer.
ou finalement que ce soit les politiques tarifaires. Moi, je pense qu'une des pires décisions de transport des dernières années, c'est d'avoir uniformément au Québec limité les tarifs pour aller se stationner dans les hôpitaux. Donc, c'est une décision du gouvernement du Québec qui s'applique partout. Alors que nous, c'est là où on a le stationnement est central. L'hôpital est au centre de la ville. C'est là où on a capacité de gestion, de modulation, de tarification. Oui, avec les exceptions qui seront nécessaires pour certaines personnes, mais si on perd le contrôle des principaux outils, levier qui est un levier tarifaire qui permet de faire de la gestion de la demande, en fait, là, je ne vais pas amener un concept que pas tout le monde connaît, mais c'est là qu'on a un gros levier de changement, qu'on a perdu ce pouvoir. Fait que c'était juste un autre exemple de silo incroyable parce que transport médical, quand on paye les déplacements des employés, cet exemple là-dessus, là, je passe la parole à d'autres, à la ville de Rimouski, c'est à peu près ça, le déplacement pour nos propres employés, 60 quelques cents du kilomètre. On a acheté cette année 2 vélos électriques pour les employés. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça faire du vélo électrique. Est-ce qu'ils veulent le faire sur leurs heures de travail alors que leur propre véhicule personnel qui est stationné là peut être défrayé à 60 cents le kilomètre pour aller faire tes errands, tes commissions professionnelles, tu sais? Il n'y a pas d'incitatif, ça fonctionne pas, tu sais? On devrait être aussi défrayé pour utiliser le vélo électrique, même s'il est partagé. Puis je finis peut-être sur l'expertise, je voulais le nommer tantôt, puis je l'avais oublié, puis André l'a nommé. C'est certain qu'ici, avec nos 9 transporteurs adaptés collectifs, des gens qui font du travail extraordinaire. Mais ce qu'ils font, c'est s'assurer de ne pas laisser personne se déplacer pris en hiver sur le bord de l'autobus, à quel l'autobus y arrive. C'est ça qu'ils font. Fait qu'est-ce qu'ils ont le temps d'avoir l'expertise de planifier, d'envisager, de développer, de faire une structure de financement, de faire des demandes? Non, ils l'ont pas. On a ce besoin-là. Puis c'était là mon parallèle avec la loi sur l'organisation des mobilités en France, c'est qu'il faut se doter d'un organe qui a la capacité d'avoir des ressources. C'est ce que la Gaspésie a déjà fait il y a 10 ans. Ils ont maintenant une capacité de développer, d'aller chercher des fonds pour avoir des Bixi en Gaspésie. Je sais pas si tout le monde le sait, il y avait des Bixi en Gaspésie cet été. C'est incroyable. Les premières régions au Canada à l'avoir fait. Voilà. Donc, je l'ai dit, c'est ça. J'ai eu un désir de réagir de la part d'André rapidement avant qu'on glisse sur notre dernière question à tout le monde. Ben, en fait, souvent, on réagit aux bonnes idées qu'on entend. Tu parlais de transport médical, Philippe, qui est un sujet important. Puis à la limite, on pourrait même, on parlait de transport collectif, transport adapté, transport médical, transport préhospitalier, à la limite, là. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut aller jusque-là, mais à quelque part, dire qu'on n'a rien, c'est un mensonge. Il y a beaucoup de ressources. Maintenant, est-ce qu'il y aurait des économies d'échelle à faire? Est-ce qu'il y aurait une meilleure modulation, une meilleure organisation? Ton exemple, la bicyclette électrique versus se promener en pick-up pour faire le tour du camping pour voir si tous les feux sont éteints. Là, je caricature à peine. Puis d'un point de vue de l'efficacité énergétique ou de l'optimisation, dans le fond, des ressources qui sont à notre disposition, est-ce qu'on prend toujours le meilleur mode, le mode le plus efficace pour desservir le plus grand nombre, pour favoriser l'inclusion dans les sphères sociales ou socio-économiques? Poser la question, c'est au moins partiellement y répondre. Tout à fait. Merci beaucoup pour que vous avez bien mis en lumière les enjeux de gouvernance qui finalement transcendent les enjeux de financement, l'importance de se tourner vers les usagers qui ont une expertise d'usage aussi pour améliorer les façons de faire. Puis j'ai évidemment beaucoup aimé la remarque de retrouver l'ambition. Je pense que notamment pour les questions d'équité, là, vous avez bien mis ça en lumière. Mais on a aussi parlé qu'il y a un changement de culture qui s'opère tranquillement, plus rapidement à certains endroits qu'à d'autres. Pourtant, en même temps qu'on voit ce changement de culture s'opérer chez certaines personnes dans la population, on voit aussi beaucoup d'opposition à certains projets de transport collectif qui sont plutôt impopulaires. C'est souvent vrai quand on approche de la réalisation de ces projets-là. Mais on a vu aussi de l'opposition quand il y a le ministre Fitzgibbon cet été qui avait dit qu'il faudrait réduire de moitié le parc automobile du Québec. On a vu une levée de boucliers importante, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place si on veut effectivement faire le transfert modal et les gens embarquent avec nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser un dialogue qui soit sain puis favoriser l'acceptabilité sociale finalement de
de ce transfert qu'on souhaite voir s'opérer dans la population? Je sais pas si quelqu'un qui a envie de répondre à ça. Jeanne, je vais te mettre sur la sellette. Ouais, je peux essayer de me lancer. D'abord, je dois dire que les questions de participation publique, dialogue constructif, c'est des éléments que Vivre en Ville travaille beaucoup. On a une initiative qui s'appelle Oui dans ma cour, s'allier pour des milieux de vie sobres en carbone et résilients, qui parle des transformations urbaines, mais aussi des transformations de la mise en place de mesures de mobilité durable, de la transformation de nos rues, de nos routes, pour être plus favorable aux mobilités durables, actives et collectives en particulier. Puis ce projet-là, il bénéficie d'une aide du gouvernement du Québec via le programme Action Climat Québec. Donc, on s'inscrit dans le plan pour une économie verte. Ça veut dire que on est conscient à Vivre en Ville et au gouvernement qui est l'appui citoyen ou la compréhension par la population de ces questions-là, c'est crucial pour réussir à faire ces changements-là. Puis, on fait attention normalement à parler de compréhension et pas nécessairement d'adhésion à chaque projet. Parce que même si on constate que généralement, quand on approfondit un sujet, quand on a le temps de travailler sur un projet, puis quand je dis on, c'est que les citoyens ont le temps de s'impliquer dans la réflexion sur un projet, que ce soit un projet urbanistique, que ce soit un projet de mise en place de transport collectif, souvent on parvient à un consensus sur la décision à prendre, et c'est souvent une décision qui va dans le sens de l'intérêt collectif. Mais ça demande un énorme engagement, pas tellement de la part de la collectivité, mais surtout de la part des citoyens et des citoyennes qui s'engagent dans la réflexion. Puis je dis ça, puis ça s'observe dans différents types. Quand on fait des conventions sur le climat, au final, les attentes sont toujours beaucoup plus élevées que ce à quoi on s'attendait au départ. Quand on réfléchit sur des projets urbanistiques citoyens, souvent ce qui est demandé finalement, c'est des augmentations de densité par rapport à ce qu'on pensait atteindre. Donc les processus de participation qui génèrent une prise de décision encore plus ambitieuse que celle à quoi on s'attendait au départ, ça existe, puis ça fonctionne. Mais ça demande une implication personnelle très importante. Donc c'est souhaitable sur les gros projets, mais sur les petits projets, souvent ce qui est intéressant, c'est de viser vraiment une participation et une réflexion en amont. En fait, on a besoin d'être d'accord collectivement sur le fait que les changements climatiques, ça existe. On a besoin d'avoir une bonne information là-dessus, que les transports, c'est un élément incontournable et que les scénarios de réduction des transports impliquent la construction d'infrastructures de transport importantes. Ensuite, il faut parvenir à faire une certaine confiance à des représentants des citoyens qui ont été élus et qui se trouvent imputables des décisions qu'ils vont prendre et qui donc doivent les prendre en respect des attentes exprimées par la population, mais aussi avec une conscience importante des résultats à long terme. Parce que le problème, souvent, quand on est face à un choix, puis qu'on nous demande en tant que citoyen de nous exprimer sur ce choix, c'est qu'il y a un décalage entre l'impact immédiat de « je vais perdre ma place de stationnement », je vais perdre ma vue, je vais avoir davantage de bruit, il va y avoir une gare à côté de chez nous, puis ça, c'est gênant. Donc des impacts immédiats, perceptibles tout de suite à notre échelle, et des impacts collectifs un peu diffus. Les changements climatiques, on ne les ressent pas immédiatement dans son voisinage immédiat. Les bénéfices d'un réseau de transport, ils sont souvent régionaux et pas spécifiquement locaux. Donc la difficulté de poser un choix collectif en tant que citoyen, elle est réelle et il faut la comprendre. Après, il faut aussi être honnête sur le fait que quand on consulte, on ne le fait pas pour aller chercher l'adhésion citoyenne, on le fait par respect, on le fait pour prendre une meilleure décision, parce que quand on fait intervenir des points de vue différenciés, ça évite de laisser des angles morts. Je pense que la participation d'André et de Paul aujourd'hui, par exemple, a été très efficace pour nous rappeler systématiquement le fait que c'est pas vrai que tout le monde arrive pour prendre le bus sur ses deux jambes. C'est pas vrai que tout le monde arrive pour prendre le bus avec ses deux yeux. C'est pas vrai que tout le monde entend de la même manière. Donc, des éléments comme ça, là, on les a en face de nous, mais il y en a bien sûr énormément d'autres. Donc, on sait qu'on prend des meilleures décisions quand on entend des points de vue diversifiés.
Mais il ne faut pas penser que quand on consulte, c'est pour aller chercher l'adhésion. Il faut penser que quand on consulte, c'est pour prendre une meilleure décision et pour pouvoir dire qu'on a travaillé en vue de prendre une meilleure décision. Et bien entendu, il faut reconnaître qu'il va y avoir des inconvénients, puis que ces inconvénients-là, on leur donne un sens en parlant d'avenir, en parlant de collectif. Et là, je vois que Paul veut réagir, fait que je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup, Jeanne. Paul, vous pourrez réagir. Puis je pense qu'ensuite, Philippe, Oui. qui a été interpellé peut-être à tout début, aura à dire son mot. Moi, j'ai écouté ce qu'elle disait, puis justement, on ne consulte pas assez. Et quand on regarde les personnes en situation de handicap, par exemple, rarement qu'on nous consulte et on essaye de nous imposer qu'est-ce qui serait bon pour nous, mais c'est pas ça qui serait bon pour nous. C'est pas ça qu'on veut. On veut beaucoup plus de simplicité, etc., souvent que qu'est-ce qu'on veut nous proposer. Et je pense qu'il y a moyen de changer les choses, mais il faut le faire ensemble et non pas ignorer les personnes souvent en situation de handicap comme on fait, surtout en région. Il faut qu'on donne un effort collectif à un moment donné et de ne pas avoir peur de consulter tout le monde. Et quand on regarde aussi, si on veut que les personnes, exemple, en DITSA, prennent l'autobus, ben, ça se peut qu'on soit obligé de dire, regardez, en DITSA, il faudrait avoir une personne, c'est 2 places. Il ne faut pas y laisser quelqu'un coller dessus parce que elle va se sentir coincée, etc. Il faut regarder puis voir comment on peut faire ça dans le transport, mais leur faire partager aussi le transport collectif. Il y en a qui peuvent le faire. Et je pense qu'il faut le regarder de plus en plus de cette façon-là et de consulter. Pour moi, c'est ce que Jean disait, là, la consultation, oui, mais de tout le monde. Puis qu'on s'assure qu'on n'oublie personne. Et je pense qu'en faisant ça, on va éviter beaucoup d'erreurs. Et comme on fait souvent. Donc, l'inclusion, pas juste dans comment on dessert les services, mais dans la consultation aussi. André, en complément? Écoutez, je ne voudrais pas ouvrir le dossier du troisième lien, là. Mais derrière ça, il y a la question, quelle est l'unité territoriale que nous voulons desservir? Tu sais, dans le fond, on fait ça un système de transport à Québec. On fait ça un système de transport de la région de Québec. Un système de transport de la région métropolitaine de Québec qui inclut la rive sud, là. Non, mais tu sais, je veux dire, dans le fond, il faut que ce soit clair, hein, sur quoi on travaille. Tu sais, on ne peut pas faire évoluer les projets en évoluant sur l'unité territoriale dans laquelle on travaille. Puis les acteurs, évidemment, dépendamment de qui est responsable de quoi, ben, il va s'occuper de son territoire. Il ne s'occupera pas du territoire des autres. Donc, bref, ce que je suis en train de dire, c'est que il y a comme une réflexion initiale sur laquelle on devrait s'entendre. L'autre chose, je vous dis un secret, là, juste un secret pour vous. Moi, je connais des gens qui travaillent au bureau de projet là, du tramway, ou même sur ce qui se travaille sur la route Kennedy à Lévis. Puis croyez-le ou non, les employés là, qui creusent, là, ils trouvent les anciennes tracts de tramway, des anciens tramways qu'il y avait à Québec et à Lévis. Bon, puis là, il y en a qui se disent, qui sont jeunes, là, qui ont 25 ans, là, puis qui se disent, c'est quoi cette affaire-là? On vient de trouver des tracts de tramway, tu sais. Bon, mais là, il y a quelqu'un plus vieux qui explique, ben oui, ben, c'est parce que là, à un moment donné, c'était désuet, puis le monde se sont achetés des véhicules individuels pour aller plus loin que les tracts qui sont là. Fait que ça, c'est le passé. Fait que si on va aller dans le futur, faut presque faut faire un genre de back to the future, tu sais. Faut retourner à l'arrière et dire, ben, il va falloir se débarrasser ou diminuer, comme M. Fitzgibbon nous a invités, diminuer le parc automobile. Tu sais, à quelque part, il faut savoir dans quelle unité territoriale on travaille, puis il faut savoir, est-ce qu'on veut vraiment revenir à un système de transport qui est plus collectif, puis c'est quoi les incitatifs pour le faire? Parce qu'on peut pas tout faire en même temps, ça, c'est presque impossible, là. En tout cas, c'est un point de vue, là. Écoutez, Tout à Ce qui me fait. rend Si on veut regarder curieux, vers l'avenir, vas-y, Philippe. j'allais dire ce qui me rend curieux là-dedans, dans un paradigme là, d'économie circulaire, c'est si c'est possible de réutiliser les anciens règles, dans le fond, pour un futur nouveau projet de tramway. Mais blague à part, ce que je voulais dire sur l'acceptabilité, j'étais assez d'accord avec ce que Jeanne a dit, que j'aimais, c'est la première fois que j'entendais les mots de dire on veut la compréhension et non pas l'adhésion globale. Là où j'ai, disons, un questionnement, c'est sur le fait que
on s'en remet aux décideurs pour trancher. Puis de façon générale, on ne rentre pas dans le débat sur la démocratie, mais de façon générale, notre système fonctionne. C'est-à-dire que des gens, après ça, qui prennent à la fin la décision, puis ils seront sanctionnés si la décision n'était pas la bonne. La problématique, puis je ne veux pas refaire ce qu'on a dit tantôt, là, mais c'est la problématique pour nous dans les régions des données. Le fait de la gouvernance en silo, que le transport appartient au privé, que ce soit une petite fonction dans le secteur médical qui est comme le gestionnaire du transport médical, il est au sous-sol à l'hôpital, tu sais, il est pas. C'est qu'on n'a pas de données. Moi, je peux vous le dire, là, j'ai consulté la seule enquête origine-destination qu'on a fait réaliser parce qu'elle n'est pas payée par l'État au bas du fleuve, la seule qui a été faite sur 15 ans, 20 ans. C'est sur cette base-là qu'on essaie de comprendre les besoins. Alors, c'est difficile, après ça, d'aller comme élu, par exemple, comme décideur, d'aller voir la population, de dire, écoutez, il faut faire ce projet-là parce qu'il y a un besoin. On n'a même pas les bons intrants. Fait que là, j'ai pas la réponse complète, mais c'est sûr que je suis d'accord de dire qu'il faut en parler des changements au départ pour aller expliquer. Faut pas le faire au moment où il y a un changement précis, si on sait que ça va faire juste que de l'opposition puis du statu quo. Fait que c'est un équilibre pas facile. J'ai pas la clé. Je vais finir en vous disant ce que je me fais demander comme élu, c'est dans un changement de projet, c'est est-ce que pour vous c'est une séance de consultation ou d'information? Puis bon, il y a des cas où la décision est prise, c'est de l'information. Mais c'est un équilibre difficile. Il n'y a pas d'équilibre miracle là-dedans. Merci beaucoup. Je pense que ça rappelle l'importance de la communication, du dialogue, de la transparence, mais aussi l'importance des données. Il faut quand même partir de données tangibles et concrètes pour pouvoir prendre les meilleures décisions, mais se laisser un peu de marge de manœuvre avec les intrants que la population aura donné avec leur expertise d'usage. J'inviterai nos participants à peut-être nous écrire des questions dans le chat. On en a déjà reçu une. Peut-être que ça va faire réagir certains d'entre vous. C'est un peu l'objectif. Donc, on a une question de Sylvain qui nous demande bonifier le transport collectif et ou adapté dans les régions. Est-ce que c'est pas contribuer un peu à l'étalement urbain? Est-ce que Jeanne travaille surtout sur les questions d'aménagement du territoire? Tu as une réponse pour Sylvain? La réponse courte, je dirais non. Tout simplement parce que ça a quand même un certain coût, le transport collectif, s'il est utilisé comme mode de déplacement individuel. Le meilleur exemple, c'est le taxi. Les taxis peuvent nous conduire partout. Néanmoins, on ne prend pas un taxi pour aller partout parce que ça revient trop cher, parce qu'on a un chauffeur personnel. Je mettrai quand même à part la question du transport adapté parce que là, il y a une question d'équité, puis on sait qu'on investit davantage, puis c'est parce que ce qui compte, c'est pas que tout le monde paye la même affaire, c'est que tout le monde ait accès aux mêmes choses, en tout cas. Donc, je le mettrai quand même à part. Mais sinon, financer le transport collectif, au contraire, souvent, ce que ça fait, c'est que ça structure l'organisation territoriale parce que ça procure un avantage spécifique à rester proche d'un arrêt de transport en commun. Parce que ça améliore vos conditions de déplacement, donc ça améliore l'accès à toutes sortes de choses. Fait que ça va faire en sorte d'être un incitatif à la consolidation des noyaux villageois, à la consolidation des quartiers existants, à l'établissement d'une certaine densité, parce qu'on sait que le transport collectif, on peut le fournir avec une certaine efficacité, à condition d'avoir une certaine densité de population, puis une certaine densité d'activités à desservir. Sinon, c'est juste pas fonctionnel, puis il n'y a aucune municipalité qui peut desservir l'ensemble de son territoire avec des réseaux de transport en commun aux 10 minutes, ce qui serait la qualité qu'on chercherait chacune dans nos déplacements du quotidien. Donc non, ça ne soutient pas l'étalement urbain. Au contraire, ça a plutôt tendance à soutenir une occupation relativement sobre du territoire à travers l'intensité et la proximité. Merci beaucoup, Jeanne, de nous éclairer de tes lumières. Il y a Paul qui veut ajouter quelque chose. Ben, tu sais que ça causerait l'étalement urbain. Moi, je pense que l'étalement urbain, là, on le voit aussi par l'augmentation des coûts de logement, exemple à Montréal, qui sont rendus exorbitants, que les choses augmentent tellement. Et c'est pas le transport qui a augmenté, c'est vraiment tout le reste qui est vraiment les taxes, etc., municipales. Et Montréal, c'est pas gêné dans ces augmentations, contrairement à ce qu'on regarde en région où est-ce qu'ils ont été beaucoup plus
disons, comment on dirait, donc, conservateurs, puis ont essayé de garder l'argent et tout ça. Mais en même temps, ça l'attire les autres parce que, étant donné que moins cher de taxes, moins cher de. Tu sais, tout le coût là, social que ça amène aussi. Mais de dire que ça, de faire un transport collectif de même, on aiderait à l'étalement urbain. Non. Peut-être qu'on éviterait, par exemple, d'avoir beaucoup de voitures, que les gens soient obligés d'utiliser la voiture pour aller travailler, etc. Peut-être qu'on pourrait réduire tout ça. Et je pense qu'une amélioration du transport collectif, comme du transport adapté, ça fait juste ça et ça permet juste une meilleure économie, je pense. Et arrêtons de mettre tout ça sur le transport. L'étalement urbain, là, je pense qu'il y a bien d'autres facteurs qui l'affectent. En tout cas, l'objectif de faire réagir a fonctionné. On a un troisième panéliste qui veut réagir. André, je vous cède la parole. Oui, bien, écoutez, c'est sûr que la solution la plus simple, ce serait de dire on va fermer les régions hein, pour faire des économies, bon, entre autres de GS, etc. Mais supposons on prend pas la décision de fermer les régions. Là. Autrement dit, on considère que les régions restent une variable constante. Là. Les variables sur lesquelles on peut agir après, c'est le nombre de personnes par véhicule. Tu sais, c'est souvent, écoutez, moi, je suis un peu gêné quand je suis seul dans mon véhicule. Là, par contre, quand je regarde autour de moi, je me rends compte que je suis loin d'être seul, à être seul dans mon véhicule. Puis, par contre, souvent, quand je réussis à être 4 personnes dans mon véhicule, là, je me sens mieux. Je me dis, bon, ben écoute, là, on fait comme une économie d'échelle, entre guillemets. Ben, moi, je vois ça un peu comme ça, le transport collectif. Là. Le transport adapté qui pourrait bénéficier du transport collectif, c'est à valeur constante. On peut-tu diminuer le nombre de déplacements, mais en véhiculant autant de personnes? C'est là que je trouve qu'il y a un beau défi, puis on peut facilement s'améliorer par rapport à ça. Là. Très, très facilement. Merci beaucoup, André. Une bonne réponse. On a une autre question qui peut-être va vous interpeller, André ou Paul, mais on a une question de Marie qui nous demande qu'est-ce que vous pensez du REM en termes d'accessibilité, notamment, ou en termes d'équité territoriale. Il y en a un, lui, qui le sait. Ah, il y avait Philippe qui voulait réagir. Est-ce que c'était pour le REM ou c'est pour la question Non, la précédente? question était posée, mais j'avais envie de lancer une idée audacieuse là, ensuite par rapport au nombre de personnes par véhicule. Là. On garde ça en tête. Je reviens à toi, Philippe. Est-ce que Paul, André, vous voulez répondre à la question sur l'accessibilité du REM? On ne se cachera pas, ils n'ont pas vraiment réussi l'accessibilité. On le voit, on l'a vu à plusieurs reprises. Manque de consultation peut-être ou quoi que ce soit. Pas des, ben, non, ils ont consulté, est-ce qu'ils ont écouté? Ça, c'est la grosse question souvent qu'on dit aussi. C'est beau consulter, mais est-ce que tu écoutes? Et quand on regarde le REM, ce qui amène les problèmes, et on regarde aussi, est-ce que le REM était vraiment la solution au Québec? Quand on regarde, ben là, il y a une tempête de neige, ça les a bloqués, etc. Est-ce que c'était fait pour ici? Est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment d'analyse, je pense, là-dessus? Et quand on regarde tout ce qui est l'adaptation dans le transport, souvent, c'est ça qu'on dit. Et, oui, on consulte. Est-ce qu'on nous écoute? Est-ce qu'on voit vraiment les problématiques et essayer de les éviter? Je pense que non. Souvent, il y a beaucoup de gens qui disent des experts et qui agissent sans avoir écouté, puis ils disent ah, moi, je sais qu'est-ce qu'ils ont besoin, mais ils ne font pas le job comme du monde. Moi, c'est vraiment ce que je peux dire là-dessus. Et malheureusement, l'adaptation, souvent, c'est réussi quand on nous écoute, quand on écoute ce qu'on a apporté. Merci beaucoup, Paul. Philippe, je reviens à toi avec cette idée audacieuse. Ouais, oui, c'est ça. J'avais envie d'être certain, là, si on va en consultation publique, de me faire lancer des roches, en fait. Là. Je pars du point que André nous a parlé du nombre de personnes par véhicule. Je ne sais pas si tout le monde a vu les travaux d'Aurélien Bigot sur les grands déterminants. Là. Bigot, c'est BIGO, je pense. Là. Les déterminants, dans le fond, des transports dans les derniers demi-siècles. Là. J'y ai réfléchi au début quand Jeanne nous présentait là, les déterminants du transport qui sont la localisation, puis le mode de conduite. Il n'y a rien qui a changé depuis 50 ans en termes d'efficacité, globalement, là, en termes d'efficacité des véhicules, en termes de nombre de personnes à bord des véhicules. Ce qui a changé, c'est la demande en transport. Et on commence à entendre parler, surtout peut-être, je dirais, dans des places comme en Europe, de est-ce qu'on devrait diminuer l'offre de transport aérien
interrégional. Puis moi, comme début d'une région éloignée, je me pose cette question-là. On avait jusqu'à la semaine dernière des vols passagers jusqu'à Montréal. Donc maintenant, on n'en a plus. Donc la question est réglée, vous allez me dire. Mais je me pose la question, est-ce que comme société, on peut encore se payer, si on veut faire la transition, des offres de transport que je dirais instantanées? Est-ce que quelqu'un comme moi peut aller travailler la journée à Québec et revenir en voiture, puis que ce soit normal ou en tout cas un coût extrêmement accessible en autoroute gratuite dans des véhicules qui roulent facilement à 120 km/h? Question très audacieuse, mais j'avais envie de la nommer parce que c'est une réflexion, je pense, qui va devoir arriver. Et c'est une réflexion qui se transpose aussi dans le transport collectif, là, en voulant dire qu'est-ce qu'on permet. On voit ça en Europe, des gens qui font un aller-retour dans une journée, mais bon, si les transports collectifs sont à faible impact climatique, ça peut être un peu plus acceptable. Fait que voilà, je pense que c'est l'idée que je voulais lancer. J'ai essayé peut-être de répondre à une question en même temps, mais j'ai pas eu le temps de lire au complet. Mais effectivement, on a une question sur la mobilité interrégionale ou interurbaine. Qu'est-ce qu'on fait pour faciliter la mobilité interrégionale en transport en commun? Actuellement, c'est difficile de se déplacer tout simplement. Montréal et Québec, ça exige de la planification. Les coûts sont élevés pour l'autobus et le train notamment. Donc, est-ce qu'on pourrait pas améliorer de ce côté-là? Il y a un panéliste qui a envie de répondre rapidement. Il nous reste Des réponses très, très simples. Allez voir le rapport de l'IRIS la semaine dernière sur les modèles de transport interurbain. Oui, dans les régions, il faut financer par les pouvoirs publics certaines dessertes qui sont pas rentables sinon. Puis la réalité, c'est qu'actuellement, on finance à grands coûts de milliards autoroutiers, comme par exemple plus de 300 millions pour prolonger l'autoroute 20 vers l'est, au-delà du seul canyon de la rivière Trois-Pistoles, 300 millions de dollars pour déplacer des gens de l'est du Québec. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses autres que, bon, par exemple. réponse de Jeanne. Oui, mais effectivement, si on internalisait les coûts liés à l'automobile, on se déplacerait, on demanderait sans doute beaucoup plus de transports en commun et on se déplacerait plus en transport en commun. Ça a été dit par je ne sais plus quel penseur, mais de dire, mais quelle fantaisie incroyable que d'appeler la voiture un mode de transport individuel, alors qu'elle est complètement dépendante d'un réseau tout à fait collectif et payé par les pouvoirs publics, qui est la route. Je vais aller rapidement avec la réponse d'André, puis ensuite, on va pouvoir passer à la question de conclusion. On parlait d'autoroute, on parlait de voiture, on parle d'avion, on parle d'autobus, on parle de train, on parle d'Amigo. Ça, tout ce que je viens de nommer, c'était pas tout là il y a 50 ans, là. Donc, on a fragmenté l'offre. Alors, c'est sûr que cette offre-là est individualisée, est comme en tuyau de poêle, elle n'est pas intégrée en réseau. Ça nous ramène à cette idée de gouvernance que Philippe a apportée. Il y a beaucoup de réflexions à faire sur aussi les entités territoriales sur lesquelles on veut travailler, les économies d'échelle qu'on veut atteindre, puis évidemment la contribution de tous les utilisateurs également, qui devraient être écoutés davantage, nous pensons. Merci beaucoup. On a reçu une question anonyme que j'aime beaucoup et qui va peut-être permettre de quitter sur un message d'espoir. Donc, rapidement, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce qui vous motive à continuer de travailler en mobilité alors que toutes les décisions politiques vont dans le sens contraire de ce qui devrait être fait? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous porte, un espoir qui vous porte, et quelqu'un veut se lancer très rapidement? Philippe. Et ensuite André. Je suis pas du tout d'accord avec la prémisse. Ça vous étonnera pas, j'ai pas le choix. Je suis un élu, il faut que je sois optimiste un peu, au moins jusqu'à la fin de mon mandat. Mais moi, je vois des choses qui changent. J'essaie de me dire, on est collé à notre réalité. On est collé là. Je sors dehors et je vois une voiture là, qui roule même si elle n'avance pas, qui dépasse des GRS. On est collé là-dessus. Quand on regarde la société qui évolue, je me dis, dans 40 ans, ce sera plus du tout le même plan. Alors, je me raccroche à ces petites victoires-là. Moi, quand je vais à Montréal, j'ose plus faire du vélo tellement j'ai peur, tellement il y a de pistes cyclables. C'est incroyable. Ça fait 5 ans que j'ai quitté Montréal. Il y en a. Donc, je veux dire, le portrait urbain a changé. En Gaspésie, je vous l'ai dit, il y avait des Bixi cet été, il y a de l'autopartage, il y a du transport collectif. On peut faire 90 km en transport collectif. Ils ont l'odieux de monter le prix du passage. Au 1er janvier, ça sera plus 3 $ pour faire 80 km en autobus, ça va être 4 $. Ben oui, c'est des victoires. Ça, il y a des choses qui se peuvent. Si on se décolle de l'immédiat, oui, il y a l'urgence, mais je pense que si on fait des changements et que la population embarque dans le changement, c'est une roue qui va aller vite.
on va complètement l'oublier, cette ère du pétrole-là. Merci beaucoup, Philippe André. Alors, nous, on a demandé et obtenu de la ministre du Transport et de la Mobilité durable, Mme Guilbeault, la mise en place d'un comité de prévention, de promotion du transport adapté, un peu le pendant du comité des élus sur le transport aérien, là, qui va être présidé aussi par un adjoint parlementaire, Sébastien Cherberger, là, qui est député de Drummond, je crois. Et ce qu'on veut, c'est bonifier les paramètres du programme de transport adapté en lien avec le transport collectif dans les régions, dans toutes les régions du Québec. Améliorer la reddition de comptes, que parlait Paul tantôt, parce qu'il ne suffit pas juste de dire à la fin de l'année, notre argent est dépensé. Il faudrait voir de manière plus qualitative et quantitative comment on travaille, comment on peut s'améliorer. Puis, faire plus de place aux utilisateurs, aux personnes qui ont besoin d'utiliser les services de transport adaptés et collectifs. Et aussi regarder ce qui se fait de mieux ailleurs dans le monde. On en a parlé un peu tantôt. Lyon, il y a d'autres initiatives très, très pérennes. Donc, on peut s'améliorer facilement au Québec, puis on est prêt à y participer. Merci beaucoup, André. Jeanne? Oui, ben, ça vous aura peut-être pas échappé que j'ai tenté de faire des interventions plus positives plutôt que de dresser un portrait noir de la situation. C'était le défi que je m'étais donné aujourd'hui. Il faut quand même pas avoir juste des lunettes roses et c'est vrai qu'en ce moment, il y a des choses très préoccupantes. Euh, et je parlerai notamment vraiment de notre difficulté à construire des infrastructures majeures de transport collectif. Ça, il faut qu'on dépasse ce blocage-là, sinon on n'arrivera pas à atteindre nos cibles, puis on n'arrivera pas à mettre en place une structure de mobilité durable. Et elle est absolument nécessaire pour notre vivre ensemble et pour tout ce dont on vient de parler aujourd'hui. Fait que ça, c'est vraiment préoccupant. Après, ben, on peut parallèlement travailler sur beaucoup d'autres choses, faire avancer beaucoup de dossiers. Et c'est quand même vrai qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui parlent de mobilité durable et qui parlent de milieu de vie complet, qui parlent de proximité, qui parlent d'équité qu'aujourd'hui. Donc, effectivement, on n'est pas encore sorti du bois, mais on ne sait pas, on est peut-être très proche de la lisière. Puis ça, c'est vraiment motivant. Puis le fait qu'on soit autant à collaborer pour trouver des solutions, c'est très stimulant. Puis de toute façon, on peut pas abandonner. C'est trop nécessaire et c'est trop porteur d'éléments positifs d'envisager un succès sous ces aspects-là. Merci beaucoup, Jeanne. Paul, le mot de la fin, qu'est-ce qui vous motive à continuer en Ben, mobilité? justement, il faut arrêter d'être négatif, je pense, et tout, puis croire qu'on peut faire du changement. Et en participant, en emmenant nos connaissances aussi, que ce soit expérientiel ou ben non, les gens qui ont des connaissances beaucoup plus poussées. Mais il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Et il faut qu'on arrête de penser négativement parce que le négatif, ça n'a jamais fait rien avancer. D'ailleurs, si tu mets un véhicule sur le reculon, c'est très long pour aller se rendre à Québec sur le reculon. C'est beaucoup plus facile de le mettre sur le drive puis d'avancer. Comme moi, je dis souvent aussi, un rétroviseur, c'est pratique d'un véhicule de voir où ce que tu deviens, mais le plus important, c'est de regarder où tu t'en vas. Et je pense qu'en travaillant ensemble, ben, on peut faire le changement. Mais c'est ça, il ne faut pas se décourager, il faut avancer, il faut avoir des idées positives, puis penser à l'avenir pour nos petits-enfants aussi. Moi, à l'âge que je suis, j'ai des petits-enfants, puis j'aimerais ça qu'il y ait une belle avenir. Alors, je pense que c'est en travaillant ensemble, et en étant ensemble, puis arrêtons d'être négatifs. Et je pense que si on se met à parler ensemble, à s'écouter aussi, et non pas juste laisser les autres parler, mais pas les écouter, en écoutant, puis en prenant le temps de comprendre aussi peut-être les situations de chacun, puis voir ce que chacun a besoin, chacun. Moi, qui est une personne, oui, je suis en fauteuil, mais des fois, je comprends que la personne avec a besoin d'autres choses, mais je comprends aussi que la personne qui n'est pas handicapée a besoin de certains services aussi. Et il faut qu'on se mette ensemble. Et je pense qu'ensemble, on peut bâtir de quoi d'extraordinaire. De toute façon, ça a toujours été ça. C'est ensemble qu'on peut faire de quoi. Travailler en silo, on n'avancera jamais. Alors, pour moi, c'est ce qui fait que je continue.
Merci beaucoup sur ces sages paroles. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Merci énormément à nos panélistes André, Philippe, Paul et Jeanne. Merci d'avoir été là. Merci au Dialogue pour le climat d'organiser ce genre de panel-là, mettre en lumière ce qui se fait de bon en transport puis les défis qu'on a encore à relever. Merci beaucoup. Puis moi, je m'en vais me coucher. Bonne Merci fin de beaucoup, journée. Sarah, aussi, pour l'animation du panel. Bonne nuit. Merci à tous et à toutes. Salut Vous à tous. pouvez retrouver l'enregistrement de ce panel sur notre page YouTube. Merci. Bonne soirée.